Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. 18h35, bientôt 36, on est en direct sur CNews et sur Europe 1. Nous sommes avec le général Clermont, général de corps aérien, Sergueï Girnov, ancien du KGB, Eric Nolot et Eric Revel. On évoque la situation évidemment en Ukraine et les menaces de la Russie. Il y a eu hier, juste après l'allocution de Vladimir Poutine, dans laquelle il menaçait d'utiliser les armes nucléaires, une opération d'échange de prisonniers. Visiblement, ça faisait longtemps qu'elle avait été prévue. Parmi les personnes libérées, des militaires, des policiers ou encore des membres du régiment d'Azov. Toutes les précisions avec Michael Dos Santos. La fin d'un calvaire au beau milieu de la nuit. Certains boitent, d'autres sont déplacés sur des brancards, mais tous réalisent la chance de retrouver leur pays. Un prisonnier libéré embrasse même le sol. 215 bonnes nouvelles pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est une victoire absolue pour notre pays tout entier, pour notre société tout entière. Et surtout, pour 215 familles qui vont pouvoir retrouver leurs proches en toute sécurité. Parmi ces prisonniers ukrainiens libérés, 188 avaient défendu la Syrie Azovstal à Mariupol, symbole de la résistance à l'invasion russe. En contrepartie, Moscou a pu récupérer 55 prisonniers, dont l'ex-député Viktor Medvedchuk, proche de Vladimir Poutine, accusé de haute trahison en Ukraine. Cet échange de prisonniers militaires est le plus important depuis le début de l'offensive fin février. Il intervient quelques heures après l'ordre de mobilisation partielle de réservistes annoncé par Vladimir Poutine. Général Clermont, ça veut dire quelque chose, ces échanges de prisonniers ou pas? Alors, ça a une signification? À la fois oui, à la fois non. À la fois non, parce qu'en réalité, c'est dans toutes les guerres, il y a des échanges de prisonniers. Ça fait partie du moyen d'échange qui est largement utilisé. Néanmoins, dans le cas d'Azovstal, du bataillon Azov, c'est un peu étonnant. Parce que souvenez-vous que lorsque les Russes ont mis de la pression sur Mariupol, ils devaient tous les juger, les exécuter, les envoyer en Russie et puis les pendre. Donc on se rend compte qu'effectivement, tout ce que disent les Russes n'est pas vrai. D'ailleurs, la plupart de ce qu'ils disent est faux. Bon, c'est pas les seuls d'ailleurs. Et en tout cas, c'est ça qui est étonnant, c'est que 188 soldats d'Azov de Mariupol ont été libérés. Après, le deuxième élément, je trouve intéressant, c'est le rôle évidemment d'Erdogan dans les négociations. Et puis finalement, c'est aussi un peu celui de Mohamed Ben Salman, là, qui a récupéré les 10 prisonniers étrangers et qui, en quelque sorte, se rachète une conduite aux yeux de l'opinion internationale. Sergueï Girnov, vous vouliez ajouter quelque chose sur ces échanges de prisonniers? En réalité, c'est très important parce que justement, cette composante d'Azov, pour les Russes, c'était le drapeau rouge. Enfin, donc en fait, c'est le chiffon rouge qui était impossible de contourner. Il y a eu d'ailleurs un problème de 53 prisonniers d'Azov qui ont été tués lors de l'explosion dans la prison chez les Russes. On ne sait toujours pas. Je ne sais pas si la commission d'enquête onusienne est arrivée à éclairer ça. Et de toute façon, c'est une énorme victoire pour Zelensky parce que Zelensky, vous savez, il était dans la position très fragile parce que il a ordonné à ses hommes de se rendre. Et il a ordonné en disant que je vais garantir votre vie. Et donc le coup de 53 prisonniers qui étaient tués, donc pour lui, ça lui a porté un énorme préjudice à l'intérieur de l'Ukraine. Et là, les presque 200 personnes qui sont échangées, dont les combattants Azov, là c'est un très très gros coup. Et d'ailleurs, ça prouve que les Russes peut-être, c'est une preuve peut-être de volonté quand même russe de montrer qu'ils sont prêts à peut-être négocier quelque chose. Et peut-être qu'ils prennent soin des prisonniers, en tout cas ceux-là, ces prisonniers ukrainiens n'ont pas été maltraités. En même temps, ça se passe quasiment en même temps que Poutine proclame cette mobilisation, donc du coup on s'y perd. Eric Revel et après Eric Nolot. On se dit que Poutine va peut-être utiliser une arme nucléaire tactique. Est-ce que ce qui se passe en ce moment de la part de ses alliés ne peut pas le faire réfléchir? Je veux dire, la déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, qui dit maintenant il faut négocier. Erdogan qui a dit je ne reconnaîtrai pas les référendums dans les... La même chose pour l'Inde. Est-ce que ça, c'est pas quand même pour Poutine un sujet de réflexion? Moi j'avais un énorme espoir par rapport à ça, surtout la semaine dernière quand il y avait ce sommet géopolitique en Ouzbékistan, avec la visite qui est passée quasiment inaperçue de Xi Jinping au Kazakhstan. Et la veille de cette visite, les Chinois ont dit c'est nous qui garantissons dorénavant la sécurité du Kazakhstan face aux Russes. Et donc il y a eu quand même des avertissements qui étaient très clairs. Donc vous avez mentionné Modi qui a dit à Poutine, vous savez, notre pays,
on aime bien la tradition Gandhi, pacifiste, etc. Et Poutine a dit, je vais essayer de terminer très rapidement cette guerre. Bon, là, on a eu peur, parce que très rapidement, ça veut dire que je vous fous aussi la bombe nucléaire sur la tête, et puis c'est terminé. Mais il y a eu aussi un espoir, puisque Poutine a annulé en fait la proclamation la veille. Et puis on se disait, il y a peut-être des pressions, il y a peut-être des Chinois, mais Patrushev est allé en Chine il y a 2 jours, il y a 3 jours. Patrushev, qui est le secrétaire du Conseil de sécurité de Poutine, c'est quasiment le bras droit de Poutine. Et finalement, on a senti que c'est peut-être les Chinois qui ont dit, finalement, allez-y avec cette mobilisation. Donc on s'y perd. On Erdogan aussi, ça c'est nouveau. Mais Erdogan, non, c'est pas nouveau. Et Erdogan s'implique énormément dans le conflit. Mais la façon dont il a dit, je ne soutiendrai pas les référendums dans les provinces russophones. Il a jamais soutenu la Crimée. Il a dit à un moment déterminant. Il a dit à un moment déterminant, quand même, je trouve. Alors oui, Poutine est fragilisé. Faut qu'on fasse oublier qu'il fait sa propre guerre au Nagorno-Karabakh. Oui. Évidemment. Projetons-nous dans l'avenir. Sur quoi pourrait porter un compromis? Pour l'instant, les deux parties sont dans des postures maximalistes. Les Ukrainiens disent, non seulement on veut récupérer le Donbass, on veut même récupérer la Crimée. De l'autre côté, Poutine dit, je veux gagner cette guerre, et de toute façon, on va organiser des référendums séparatistes. Donc quel pourrait être le compromis? Qu'est-ce que les Ukrainiens pourraient lâcher pour parvenir à un accord de paix? Qu'est-ce que les Russes pourraient lâcher pour parvenir à ce même accord de paix? À mon avis, ça c'est mon avis, la seule issue, c'est négocier la tête de Poutine. C'est-à-dire, pour les Russes, dire Poutine a commis une faute, c'est lui tout seul qui est responsable de ça, donc on l'évince. On peut le juger, le liquider, peu importe, en fait, il peut tomber malade et disparaître. Et comme ça, on lui met sur le dos toute la faute, on retire les troupes, les Ukrainiens sont contents, le monde est content, on annule les sanctions, tout le monde revient au point de départ. On n'y est pas encore, là. Et en fait, je crois que c'est la seule possibilité d'issue, parce que je suis d'accord avec vous, parce qu'en réalité, actuellement, au niveau de pourparlers, il y a rien, personne ne veut négocier. Mais en même temps, vous avez vu cet échange. Donc les Russes négocient quand même derrière. Il y a eu la négociation sur les grains. Donc ça sur existe les grains, quand même. Les céréales, vous voulez dire? Les céréales. Oui, d'accord. Général Clermont, qu'est-ce qui pourrait permettre de trouver non pas une issue, mais au moins une petite voie de sortie? Personne n'a réponse à cette question. Oui. On en est toujours au bruit des canons et au bruit des armes. Tant que la ligne de front ne sera pas un peu stabilisée. Or, on a vu qu'elle est en train de s'inverser. En tout cas, elle se modifie. Personne n'est en mesure de dire j'arrête les combats. Pour l'instant, il faut que la ligne de front se stabilise. Alors, éventuellement, des négociations pourraient commencer. Mais on n'en est pas là. Le fait que Poutine relance la mobilisation de 300 000 personnes, même s'il y en a que 100 000 qui arrivent, ça va relancer la guerre. L'hiver arrive. La guerre va être plus difficile à faire l'hiver. Donc, on est parti. On ne voit pas un accord de paix avant l'hiver. Donc pendant l'hiver, les forces se reconstituer, on est reparti pour plusieurs mois. La seule bonne nouvelle, je me permets de le dire, parce qu'on a parlé beaucoup de nucléaire, c'est que là, avec cette stratégie de Poutine, le recours à l'arme nucléaire s'éloigne, si tant est qu'il était possible. Et on a rappelé quand même qu'il était possible. Sur ce point, peut-être un dernier point. La différence entre toutes les crises nucléaires qu'il y a eu jusqu'à présent et la crise actuelle, c'est la personnalité de Poutine et le régime de Poutine. C'est un homme seul, c'est un homme corrompu, c'est un homme qui contrôle des oligarques. Il ne fonctionne pas comme fonctionnait le président de l'URSS. Il n'y a pas le Soviet derrière, il n'y a pas une espèce de mission collective reconnue. Donc il est plus fragile. Donc il est plus fragile puisque c'est un homme seul. La volonté que la solution c'est un changement de régime. Et plus on va le pousser dans des retranchements qui se deviendront J'aimerais juste qu'on écoute Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, sur ces questions internationales. Lui, il estime que la Russie ne peut pas perdre cette guerre. On va écouter son raisonnement. La Russie, elle ne peut pas perdre cette guerre. Si elle la perd, alors c'est pas seulement le régime qui risque de disparaître au profit d'ailleurs, non pas des démocrates, mais peut-être de pire, c'est-à-dire des nationalistes. Des hyper-nationalistes, oui. Je pense que les démocrates ne sont pas assez forts en Russie pour prendre le pouvoir et l'exercer, mais en revanche, il y a toute une frange de nationalistes ça risque d'être pire. Sergueï Girnov, est-ce que si
Poutine devait quitter le pouvoir, il y aurait pire derrière lui, comme le dit Henri Guénaud, c'est-à-dire des nationalistes encore plus durs. On a peur, ça existe réellement, parce qu'en fait, ces gens-là, vous les retrouvez tous les soirs à la télévision russe, en fait, sur la première chaîne, là, qui vous racontent des pires choses. En fait, la guerre nucléaire, eux, ils bombardent Washington, New York, Paris, Londres, etc. Donc, ça, ils sont là. Dugin, vous vous souvenez, celui dont on a assassiné la fille. Lui, c'est pareil, c'est un facho. Hein. C'est quelqu'un qui, en plus, c'est un facho théoricien, ça veut dire, et théorise ce nationalisme. Et donc, il y a bien évidemment tout ça. Mais il y a pire que ça. Vous avez aussi la possibilité, pour un certain nombre de territoires, qui s'appellent les républiques autonomes à l'intérieur de Russie. Il y a 85 sujets de fédération et on peut imaginer tout à fait parfaitement la dislocation de Russie comme c'était le cas pour l'URSS. Pour l'URSS, absolument. Voilà. Général Clermont. Absolument, c'est ce que précisait Henri Guénaud également ce matin, c'est un risque, c'est l'éclatement de la Fédération de Russie, avec des conséquences extrêmement sérieuses pour la stabilité européenne. Oui, qui est bien au-delà de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc, comme d'habitude, enlever un dictateur, c'est toujours ça réserve toujours des surprises très inquiétantes. Éric Revel ? Oui, l'un des terrains idéologiques que j'entends souvent développé par Vladimir Poutine, c'est de dire, mais regardez, l'Occident, sont des pays à la dérive, sont des pays qui n'ont plus de sentiments nationaux, c'est des pays qui n'ont plus de valeurs. Au-delà de ce qu'il commet, évidemment, en Ukraine, est-ce que vous considérez, par rapport à l'évolution de la Russie, que c'est quelque chose qui peut s'entendre quand vous vivez en France et vous avez vécu en Russie? Parce qu'on peut considérer que nos pays sont un peu à la dérive. On parlait tout à l'heure de wokisme, de cancel culture, d'abandon de plein de nos repères. Est-ce que c'est un argument qui s'entend après lui? C'est un argument qui monte, au contraire. Ça monte déjà en Europe. Vous avez tout un tas de partis populistes qui s'appuient sur ce document, sur cet argument déjà à l'intérieur de l'Europe. Et donc, ils ont des partenaires parce que vous avez plein de mouvements comme ça qui avaient des partenariats en Russie. Oui, c'est quelque chose de tout à fait envisageable, oui. Éric Nolot. Oui, mais enfin, il avait fait un peu ce calcul aussi, Poutine, vis-à-vis de l'Ukraine. Il avait complètement sous-estimé le sentiment national. C'est pour ça que je posais la question. C'est exactement ça. Il faudrait qu'il utilise cet argument avec prudence. Et non seulement sous-estimé, mais il l'a provoqué, parce qu'en fait, il a renforcé ce sentiment. Il a créé quasiment la nation ukrainienne, parce que les Ukrainiens avaient hésitation, ils se cherchaient, ils se disaient oui, on est un peu perdu. Et là, c'est une nation ukrainienne qui est à mort derrière Zelensky et à mort derrière le drapeau bicolore ukrainien. Donc Poutine, oui. Juste pour revenir une minute, vous avez décrit les scénarios les plus pessimistes, avec des gens encore plus durs que Poutine. Est-ce qu'il y a quand même une alternative, je ne vais pas dire démocrate, mais enfin moins inquiétante que Poutine ou les modéré ou les super faucons? Est-ce que ça existe, tout simplement? Ça existe. Le problème, c'est que la majorité de cette opposition est à l'étranger. Donc c'est des gens qui sont représentés comme Kasparov, Garry Kasparov, l'ancien champion des échecs, et d'autres personnes. Donc en fait, si ça existe, il y a en France, il y a aux États-Unis, ou en prison en Russie, comme Navalny, ou sinon en prison en Russie. Et après, il y a une grande masse. En fait, vous savez ce qu'on dit actuellement, il y a à peu près un quart de population qui sont les ultranationalistes de droite, en quelque sorte. Il y a un quart qui sont plus ou moins libéraux et démocrates. Et 50%, c'est au milieu, en fait, c'est un peuple qui n'arrive pas à se décider pour qui il est. Est-ce que c'est sa guerre à lui ou pas? D'accord. J'aimerais juste qu'on s'intéresse, il nous reste encore quelques instants, à la situation à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijia. La situation se dégrade encore, c'est ce qu'a dit le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, alors que les Ukrainiens ont accusé la Russie de l'avoir à nouveau bombardée. On fait le point avec Yann Effeleux et puis je vous demande un point sur la situation.